vice-président, M. Doyon, deuxième vice-président, M. Ross, Charles-Philippe, M. Ross, délégués des syndicats locaux, des fédérations régionales, des syndicats des groupes spécialisés, mes amis de la relève, que j'ai encore eu un grand plaisir à aller voir lundi soir. Est-ce qu'il en reste encore? Est-ce qu'ils sont levés? Voilà. Productrices, producteurs agricoles, j'ai plusieurs collègues du ministère qui sont ici. Puis, entre autres, il y a le nouveau sous-ministre, M. René Dufresne, qui est ici. René, je ne sais pas où tu es. René, es-tu là dans la salle, quelque part? Il est en arrière. Salutations. Merci d'être là aujourd'hui. J'ai tout mon personnel qui est ici, le personnel du cabinet qui est ici, avec qui des dizaines et des dizaines d'entre vous ont un traité, sont ici. Puis aussi, j'ai les gens de mon équipe de comté, dans le comté de Johnson, parce qu'eux autres, ils répondent aux besoins des citoyens de Johnson. Mais il y a des citoyens de Johnson, puis de la périphérie de Johnson qui en profitent du comté pour rencontrer le ministre. Fait que c'est eux autres qui ont géré ça. Écoutez, vraiment heureux d'être ici. Puis c'est ça que je disais à Marcel, à M. Groslot en s'en venant. Tu sais, je ne peux pas croire que ça fait déjà un an. Puis il y a un an, quand j'étais devant vous, ici comme ça, bien écoutez, il y a quelques visages que je voyais, puis c'était mes agriculteurs de Johnson que je connaissais. Mais à part ça, bien, pour moi, vous étiez tous un peu des inconnus. Puis écoutez, dans la dernière année, vous le savez, j'ai fait le tour pas mal. Fait que déjà, je m'amusais, puis je regardais les visages. Il y a plein de visages que je reconnais. Fait que c'est vraiment un plaisir d'être ici. Puis pour commencer, bien, vous avez été reconduit à titre de président, Martin aussi. Fait que ça va être un plaisir de continuer à collaborer avec vous autres. En débutant, ce que je voudrais faire, c'est faire un retour un peu sur toute la question, tout ce qui s'est passé avec les producteurs de grains, productrices de grains. On le sait que ça a été une année vraiment difficile à partir du printemps qui a été froid, qui a été pluvieux. On a eu une sécheresse au mois d'août. Après ça, on a eu des grands vents qui ont tout couché à terre. Après ça, on a eu de la neige. Puis la cerise sur le Sunday, bien, c'est sûr qu'on a eu la grève des cheminots du CN. Fait que c'est comme si toutes les planètes s'étaient alignées là, pour avoir un peu une histoire d'horreur pour les producteurs de grains et les productrices de grains pour cette année. Puis, dans un contexte, moi je me souviens, ça m'a beaucoup marqué. Dans les premiers temps que j'ai été ministre, un moment donné, un producteur m'avait expliqué, il m'avait dit, écoutez, M. le ministre, dans sa vie, là, un producteur va faire 30, 35, 40 récoltes, là, puis il en fait une par année. Fait que c'est sûr, en échapper une ou en échapper presque une, ça a des conséquences qui sont très importantes. Ça a des conséquences, des impacts négatifs naturellement sur vos récoltes, sur vos revenus, la qualité de vos récoltes. Fait que je comprends très bien, l'année difficile qu'on a eue, mais après ça, l'impact là, à partir de la neige, là, puis la grève du propane, puis tout ça, là, à quel point ça a été difficile pour vous. Puis ce que j'ai fait quand c'était en train d'arriver, bien, ça a été dans un temps de m'assurer avec M. Desrosiers, le président de la financière, puis l'équipe de la financière, de mettre sur place tout de suite, je voulais avoir une cellule de crise. Puis l'objectif d'une cellule de crise, c'est d'aller au-devant, d'être prêt agile, d'être prêt à être souple, d'être prêt à répondre, aussitôt qu'il y a des avis de dommages qui allaient être déposés. Puis après ça, tout de suite, de commencer à explorer les différents contrats, les différents documents qu'on a. C'est quoi la flexibilité? C'est quoi la marge de manœuvre qu'on a là-dedans là, pour être capable, être en mesure, avec les outils qu'on a, c'est quoi la limite qu'on peut aller pour venir en soutien aux gens? Après ça, bien écoutez, il y a plein de monde qui ont mis de la pression. Vous autres, à un moment donné, vous êtes partis de Châteauguay, puis vous êtes montés jusqu'au centre-ville. Mais moi, pendant que je faisais ça, je faisais d'autres choses. Mais il reste que, tu sais, c'est quand même mis beaucoup de pression pour qu'à un moment donné, ça vienne un peu comme odieux de maintenir ce débat-là, ce conflit-là. Puis c'est sûr que quand on a appris, c'est l'heure du midi, le 26 novembre, que le conflit était réglé, c'était une très bonne nouvelle. Puis le matin, j'avais eu une rencontre avec les producteurs de grains, productrices de grains, puis une rencontre aussi avec le sous-ministre était là, puis les gens de la financière, M. Desrosiers. Puis c'était d'abord pour entendre comme il faut leurs commentaires, leurs observations et tout ça. Puis d'abord, je dois vous dire, j'ai très apprécié parce que l'attitude, la rencontre, comment ça a été fait, ça a vraiment été maximum de partager l'information, partager la réalité, partager les particularités de ce qui vient de se passer. Puis après ça, tout de suite, de voir comment les programmes allaient déclencher, comment les programmes allaient être aidants. Puis ultimement, moi, quand j'ai conclu ça, bien, ce que j'ai dit, écoutez, on va faire travailler les programmes au maximum. Puis après ça, bon, on réalise qu'il y a des zones grises, qu'il y a des angles qui ne sont pas couverts. Bien, c'est sûr qu'on a une situation exceptionnelle, puis on va certainement tout faire pour avoir une réponse exceptionnelle à la situation qu'on a vécue. Encore là, c'est sûr que ce qui est sorti cette semaine, les questions des prix de propane et ces choses-là. Tu sais, l'an passé, quand on a eu
La question de la sécheresse, bien, on a eu des augmentations des coûts du foin et tout ça. On a trouvé le moyen de s'adapter, de faire des compensations. Fait que je peux vous dire là, que le message qui est envoyé aux gens de la financière, puis ils sont très coopérants là-dedans. Puis aussi, de notre côté du gouvernement, c'est que, on veut que tout ça, là, que, aussitôt qu'on a les avis de dommages, puis que c'est fait, qu'on puisse vous revenir, qu'on puisse vous dédommager, vous compenser le plus rapidement possible. Puis ultimement, bien, qu'on trouve le moyen, là, les chemins d'avoir une compensation là, qui va être juste et raisonnable là, pour tous les dommages que vous allez avoir subis. Ça, c'est un engagement que j'ai pris devant vos gens le 26 novembre, puis c'est un engagement que je prends devant vous aujourd'hui. L'autre chose aussi qui est important, le 20 novembre, c'est une situation à laquelle j'avais été sensibilisé, mais le 20 novembre, j'ai rencontré les exécutifs des producteurs laitiers, M. Bruno Letendre, que je vois qui est ici, puis qui m'ont partagé les difficultés anticipées des agriculteurs qui allaient être pris là, avec des fosses qui allaient potentiellement déborder, tout ça. Puis, le samedi matin, je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, je viens de parler au ministre de l'Environnement, on a discuté longuement, on va tout faire pour chercher à vous accommoder, vous aider à travers ces difficultés-là que vous avez. Cette semaine, là, il y a un communiqué qui a été relâché. Puis je peux vous dire qu'on a cherché à pousser au maximum de ce que l'environnement était prêt à aller et pouvait faire pour vous accommoder. Fait que c'est certain que ce n'est pas toujours des scénarios qui sont idéaux, mais dans les circonstances, moi, je suis très heureux de la collaboration que j'ai eue de la part de mon collègue. Puis après ça, que le message a passé dans ma machine, puis qu'on a trouvé le moyen quand même d'arriver avec un soutien puis des solutions pour ceux qui étaient pris avec ce problème-là. Fait que ça, je voulais commencer en vous disant ça. Tu sais que c'est deux enjeux là, qui ont été très, très préoccupants récemment, puis je voulais faire le point là-dessus. C'est sûr qu'écoutez, il y a un an, bien, presque jour pour jour, bien, j'étais devant vous, puis j'étais bien fier d'avoir été nommé ministre. Puis à l'époque, bien, je ne peux pas vous parler de grand-chose, je vous ai parlé de moi. Je voulais parler un peu de ma perception et de ma compréhension de l'agriculture. Puis ce que je vous avais expliqué, bien, c'est que le comté de Johnson, pour lequel je suis député, bien, j'ai plusieurs agriculteurs. Puis ce que je vous l'avais dit, bien, que si on ne va pas aux agriculteurs, c'est eux autres qui viennent à vous. Bien, moi, les miens, ils étaient venus à voir pas mal pendant 4 ans. Fait que j'avais compris quand même un peu ce qui se passait chez vous. Mais c'est certain que je n'avais pas du tout le vécu que j'ai dans la dernière année. Mais une chose qui est sûre, c'est que vous m'aviez réservé un accueil vraiment chaleureux. Ça avait juste contribué, si on veut, à ma fierté d'avoir été nommé votre ministre, puis de me motiver à travailler avec vous, puis à travailler pour vous. Puis je dois vous dire que ma première année, je n'ai pas chômé, à commencer par être sur le terrain. Plusieurs d'entre vous le savez parce que je vous ai visité, mais j'ai fait pas mal, c'est à Côte-Nord, je ne suis pas allé, mais j'ai fait pas mal le tour du Québec, puis j'ai visité des dizaines de fermes. M'en nommer quelques-unes, puis c'est sûr que je ne peux pas te les nommer parce que ça va prendre tout mon discours. Mais j'ai eu mon plaisir avec Julie Bissonnette puis son conjoint Olivier. J'ai fait ma première traite de vache. J'ai exploré des méthodes alternatives d'utilisation de pesticides à la ferme avec Jocelyn Leclerc puis Maud Saint-Hilaire. J'ai relâché des mouches stériles. J'ai visité la ferme Saint-Ours où j'ai vu c'était quoi des élevages de poules au Québec avec Serge Lefebvre puis Martine Bourgeois, qui sont membres de la famille terrienne 2018. J'ai rencontré plusieurs maraîchers, vraiment plusieurs maraîchers, mais j'en ai rencontré un en particulier qui m'a vraiment touché. J'ai rencontré Émile Garriépi. Émile, je ne sais pas s'il est ici. Émile, est-ce que tu es ici? Bien, Émile, c'est votre plus jeune maraîcher au Québec. À 10 ans, il a commencé à faire le commerce de citrouilles. Aujourd'hui, il y a 15 ans, il était au banquet des producteurs maraîchers. Il était là avec sa copine, bien habillé, chic. Bien, pour moi, ça a été une très, très, très belle rencontre. Aussi, j'ai pu constater pendant l'année la passion d'une dame qui s'appelle Marie-Chantal Houde, avec son élevage de brebis, avec sa production de fromage, puis après ça, comment elle est investie dans l'agriculture de proximité, l'agriculture de spécificité. J'ai aussi pu, dans le même coin de territoire, un peu apprécier la passion de Jean Morin, qui est certainement un de nos grands maîtres fromagers. J'ai eu un cours accéléré de santé des sols avec Jocelyn Michon. Quand je dis accéléré, c'était quand même une couple d'heures, fait qu'il a pu m'en rentrer pas mal. J'ai visité dans l'Outaouais la plateforme agricole. Ça, c'est à l'Ange-Gardien. C'est une municipalité, il y a une douzaine d'années, qui a eu la vision de s'approprier, de faire l'achat d'à peu près 80 hectares de terre avec l'objectif que ça devienne un incubateur pour des jeunes agriculteurs qui veulent commencer des productions, puis qu'ultimement, ces jeunes-là peuvent s'en aller et s'établir. Jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a 14 ou 16 agriculteurs qui se sont établis à partir de la plateforme. Puis quand je suis allé visiter la plateforme, il y avait 8 ou 9 agriculteurs qui étaient en résidence.
Fait que pour moi, j'ai trouvé ça, qu'il y avait eu beaucoup de vision de la part de cette petite municipalité-là d'Ange Gardien. J'ai pu apprécier aussi, parce que souvent, moi, j'explique aux quatre coins du Québec, partout sur le territoire, dans le milieu agricole, il y a plein de cirques du soleil qui sont là. De la créativité, de l'innovation. Puis ça, je l'ai vu, la ferme Boréalais en Abitibi avec Évelyne Rancourt puis Benoît Larochelle, au-delà de leur élevage de vaches Jersey, bien, ils ont développé un lait assez gras. Mais aussi, ils ont développé le premier yogourt qui a été créé en Abitibi, mis en marché en Abitibi. Après ça, j'ai visité de nombreuses fermes laitières à fine pointe de la technologie, dont la ferme d'Éric La Liberté et Fils de Saint-Léodard dans mon comté. J'ai rencontré beaucoup de jeunes de production émergente qui s'investissent à produire une agriculture qui est marquée par la différenciation. Puis j'en ai rencontré un vraiment spécial à Baie-Saint-Paul qui s'appelle Jean-Thomas Fortin. Puis Jean-Thomas est tout biologique, puis il cultive toutes sortes de choses, mais il y a quelque chose qui m'a fait goûter, c'est un citron concombre. Fait que c'est un citron à l'extérieur, mais vous connaissez ça. Puis quand vous le coupez en dedans, c'est un concombre, puis ça se mange comme un concombre. Puis écoutez, j'avais jamais vu ça, puis il était très, très fier de me faire goûter à ça. Puis une chose aussi pour laquelle j'ai eu beaucoup de fierté, c'est que récemment, à l'Ordre national du mérite agricole, j'ai intronisé à titre de commandeur Martin Malenfant, qui est un acériculteur. Puis ça a été, c'est pour la première fois, il y a un acériculteur qui était intronisé à titre de commandeur de l'Ordre national du mérite agricole. Alors écoutez, ça fait le tour un petit peu, mais il y en a beaucoup d'autres. Je m'excuse de ne pas tous vous nommer, mais c'est sûr, comme je vous disais, que ça prendrait pas mal de temps si je faisais le tour. Mais à travers ça, j'ai rencontré aussi naturellement les représentants des grandes filières. S'il y en a que j'ai rencontrés, puis c'est quasiment, écoute, à un moment donné, c'était quasiment une date, c'est mes amis de la filière porcine, avec l'année qu'ils ont eue. On s'est rencontrés souvent. Après ça, ils ont eu de multiples rencontres avec les gens de mon cabinet. Puis aussi, on a convenu ensemble d'une approche. Là, on a commandé une étude qui vise vraiment à étudier le soutien qui est offert à l'industrie porcine pour voir après ça si c'est approprié puis s'il y a lieu de faire des changements là-dedans. On a fait la même chose aussi avec le secteur des grains. Même mes gens du secteur des grains, j'étais allé à la Rassemblée annuelle, puis ils m'ont dit que ça faisait pas mal d'années qu'ils n'avaient pas vu un ministre de l'Agriculture qui était à la Rassemblée annuelle. J'étais bien content d'être là. Puis encore là, ensemble, on a commandé une étude sur la compétitivité du secteur pour voir après ça s'il y a lieu d'intervenir, au-delà des... Quand on a des calamités comme on a eu, s'il y a lieu de changer la façon de vous soutenir. Il y a eu de multiples rencontres avec les producteurs maraîchers. Puis il y a un groupe de travail qui s'est réuni 4 fois dans un objectif d'améliorer naturellement toute la question, d'aborder la question de la main-d'œuvre, puis la question de la compétitivité. Il y a 4 chantiers qui ont été mis de l'avant, développés. Puis au cours des prochains mois, là, on devrait arriver avec des belles nouvelles d'accompagnement pour le secteur. Puis naturellement, on a fait une démarche similaire. Je vois M. Demers là, avec le secteur des serres. On a eu plusieurs rencontres. Puis vous, à votre niveau, vous avez eu plusieurs rencontres aussi. Puis on a pris un engagement envers le secteur d'investir et d'accompagner avec l'objectif de doubler la superficie de culture en serre au Québec. Je peux vous dire qu'on est dans cette démarche-là. Puis quand on va être prêt, on va faire des annonces, mais on travaille très, très fort là, pour être capable de vous accompagner là, dans cette aventure-là, de venir qu'à doubler les superficies de culture en serre. Puis être sur le terrain, pour moi, ça a été aussi de visiter de nombreux bureaux puis d'employer du MAPAC. Parce que pour moi, encore là, je suis allé partout sur le territoire. Puis je me dis, j'avais dit à mon équipe, chaque fois que je vais en quelque part, puis on est à 30-40 minutes d'un bureau du MAPAC, je veux aller rencontrer les employés. Fait que typiquement, j'arrive dans un bureau, on barre la porte, je m'assois avec les employés pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. On parle d'eux autres, mais après ça, on parle de leur compréhension de votre réalité dans chacune des régions du Québec. Puis je peux vous dire que c'est très, très utile. Fait qu'à travers tout ça, je les ai écoutés, mais pendant l'année, je vous ai écoutés. Puis ce que je me suis employé à faire, au-delà des grandes politiques, pour essayer d'améliorer des grands programmes, là, ce que je me suis employé à faire, c'est concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre les problèmes qui me sont présentés ou au moins les aplanir. C'est devenu un peu une joke au ministère parce que quand c'est le ministère qui préparait mes visites, mais il savait que quand je revenais de la visite, j'avais une liste. Mais non seulement j'avais une liste, mais les gens se faisaient convoquer en meeting. Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Quand est-ce que vous allez me revenir? Puis là, après ça, c'est sûr que la notion de court terme, moi, quand je suis arrivé au MAPAC, ma notion de court terme, puis la notion de court terme de mes collègues sous-ministres, on n'avait pas la même notion. Fait que j'ai mis un petit peu d'eau dans mon vin, puis eux autres aussi. Fait que maintenant, quand ils me disent, Monsieur le ministre, à court terme, je dis OK, 2-3 semaines, un mois, oui, OK, c'est correct, on s'entend, mais c'est sûr qu'à chaque fois que je vais sur le territoire, là, de multiples exemples, là, je reviens avec des problématiques que vous avez, puis on s'applique, qu'est-ce qu'on peut faire, une solution tout de suite concrète là, pour vous aider.
Une chose qui m'a frappé aussi en étant sur le terrain, mais honnêtement, c'est d'entendre le nombre de fois que je me suis fait dire « c'est la première fois que ». C'est la première fois qu'un ministre fait ça. C'est la première fois que le ministre vient nous voir. C'est la première fois. Puis écoutez, ça m'a frappé parce que pour moi puis pour notre gouvernement, c'est comme impensable de ne pas être branché sur la réalité du terrain. C'est impensable de ne pas être proche des gens parce qu'il faut se rappeler que chacune des actions qu'on prend bien, doit être inspirée de ce qui se passe sur le terrain. Fait que si on n'est pas sur le terrain, les chances qu'on prenne des décisions qui ont du sens me semble que ne sont pas très fortes. Puis plus on est proche du terrain, mais plus on a des chances que si on décide de prendre des décisions, bien que les décisions qu'on va prendre, bien, ils vont se coller sur la réalité que les gens vivent. Fait que ça, pour moi, ça a été, d'un côté, je prenais ça comme un compliment, mais en même temps, bien, sans vouloir porter de jugement sur ce qui s'est fait avant. Bien, en tout cas, moi, ma recette, c'est que si je ne suis pas au courant de ce qui se passe sur le terrain, ça va être difficile de prendre les bonnes décisions pour vous autres et avec vous autres. Fait que tout ça pour dire qu'après un an à sillonner le Québec, bien, écoute, c'est plus que du respect que j'ai développé pour vous autres, c'est vraiment de l'admiration. Parce que le monde agricole mérite d'être connu, le monde agricole mérite d'être reconnu. Puis le travail que vous faites, bien, il doit être valorisé davantage parce que c'est formidable. Puis c'est certain que ça, je vous le dis du fond du cœur, pour moi, bien, je suis très, très motivé à travailler à vos côtés. Fait que chaque matin, quand je me lève, je le répète, première des choses, moi, mes journées, là, quand je me couche le soir, j'ai hâte de me relever le lendemain matin. Puis j'ai hâte de me relever parce que quand je me lève, bien, mon but, c'est de vous aider, c'est de vous rendre la vie plus facile. Je suis conscient des difficultés et de la complexité des défis que vous avez. Dans d'autres vies que j'ai eues, moi, j'étais entrepreneur. C'est sûr que je n'étais pas agriculteur. Mais il y a une fibre d'entrepreneur chez vous qui connecte avec la mienne. Puis je n'ai pas de misère à me mettre dans vos souliers pour comprendre ce que vous vivez. Fait que pour moi, c'est vraiment... c'est pas un effort de me lever le matin et de chercher à vous aider. Fait que c'est sûr qu'après une année, je me présente devant vous. Puis honnêtement, je considère que j'ai un bilan pas mal positif. On s'entend que Rome ne s'est pas bâti en une journée, mais on a fait beaucoup de choses. C'est surtout que j'ai lancé plusieurs chantiers qui sont en progression. Puis en même temps, il faut reconnaître, on a parlé de ce qui s'est passé pour les producteurs de grains, mais c'est une année qui a été difficile. Hein, on parle de la renégociation de l'ALENA, toute l'incertitude des producteurs laitiers. Aujourd'hui, on regarde la situation dans laquelle l'industrie de la transformation laitière est encore là. On regarde en avant, puis c'est difficile. Hier, j'étais avec le ministre Bibeau, c'est la première affaire que j'ai parlé. Après ça, la fermeture du marché chinois, je vois David Duval, les transformateurs et tout ça. Encore là, comment ça amène l'insécurité, comment ça peut vous affecter. Les aléas climatiques, les préoccupations des consommateurs au sujet des pesticides, la sensibilité de la population envers le bien-être animal. Puis pour finir, c'est sûr, la grève qu'on a eue du CN. Fait que tout ça ensemble, là, ça a donné beaucoup de fil à retordre. Puis, il ne faut pas se leurrer. 2020, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de choses qui vont amener de l'insécurité comme ça, mais il est très probable qu'il va en avoir. Puis, ce qui est important, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'en vient, mais une chose qui est sûre, c'est que ce qui va arriver, bien, on va y faire face ensemble. Ça, je peux vous dire ça. Quand on... Merci. À l'Assemblée, l'an passé, la première personne qui était venue au micro après mon élection, c'était M. Lehoux. Puis à l'époque, vous vous en souvenez, on vivait la crise là, de la maladie du cerf-fou. Puis M. Lehoux était vraiment perturbé parce que ce qui se passait dans l'industrie, c'était vraiment catastrophique. Puis rapidement, le MAPAC, le ministère des Forêts, Fonds et Parcs, puis l'Agence canadienne d'inspection des aliments, s'est engagé, puis ont conjugué leurs efforts pour éradiquer la maladie. Mais après ça, tout de suite, l'équipe de M. Desrosiers puis Bernard Verret, ici, comme sous-ministre adjoint aux politiques bioalimentaires, ils se sont virés de bord pour trouver une façon, d'ajouter une enveloppe d'1 million de dollars qui serait réservée au programme de soutien aux éleveurs pour, l'éradication de la maladie, mais après ça, les supporter au niveau des mesures sanitaires. Puis deuxièmement, après ça, on a développé une aide à la mise en marché des cervidés d'élevage. Puis l'objectif, c'était de diminuer l'inventaire de façon à permettre, d'accroître les liquidités des gens, mais aussi en diminuant les inventaires, c'est qu'on mettait un peu de pression pour les prix à la hausse, pour venir les aider. Fait que c'est certain que tout ce qui a été fait, ce n'est pas parfait, mais c'est certain que ce qui a été fait, ça a quand même été très aidant pour le secteur. Un autre dossier qui m'a interpellé énormément, quand je suis arrivé en poste, je me suis fait parler de la grande sécheresse historique. Ça faisait 150 ans qu'il n'y avait pas une sécheresse comme ça au Québec. Puis ce que je me faisais parler aussi, c'est qu'il y a une partie des programmes d'assurance qui répondaient bien, à hauteur d'à peu près 48 millions, mais qui manquait une douzaine de millions, que là, c'était problématique. Le fédéral n'était pas là, ça ne marchait pas, de la façon que les contrats étaient écrits, puis tout ça. Puis ultimement, moi, ma philosophie là-dedans, ça a toujours été d'expliquer à des gens que
tu lui demandes chaque année de prendre une police d'assurance parce que cette année, il y a un sinistre, mais qui vont être assurés. Bien là, moi, je voyais tous ces gens-là pendant des années qui prennent des assurances, puis là, qui arrivent, la pire sécheresse en 150 ans. Puis là, ils se font dire qu'il y a une partie de la gang qui ne sera pas assurée ou que ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas écrit de la bonne façon dans le contrat, puis tout ça. Je peux vous dire que c'est quelque chose que j'ai vraiment pris à bras-le-corps, puis avec mon équipe, les gens au ministère. J'avais eu deux rencontres avec M. McCauley. Je ne vous compterai pas ce que j'ai expliqué, mais en tout cas, ça avait aidé un peu. Mais tout ça pour dire que fin mars, je pense qu'avec Mme Bibeau, on avait annoncé là, que finalement, on s'est entendu avec le fédéral là, pour convenir d'une solution pour ajuster le programme, puis faire en sorte là, qu'il y ait un 12 millions additionnels qui allait être versé là, aux producteurs. Ça fait un total de 60 millions. J'étais très, très, très heureux de ce résultat-là. Encore là, je peux me faire compter que en Abitibi, à telle place, il y a une station météo auquel ce n'est pas la même chose, la financière. Puis c'est ça. Le système est perfectible, on peut toujours chercher à l'améliorer. Mais d'un contexte qu'on a vécu, les milliers de producteurs qui ont été affectés, puis les sommes qui étaient en jeu, bien, de réussir là, à arriver, puis finalement à rapper 60 millions ensemble là, pour tous les producteurs du Québec, là, je pense que ça avait été une bonne chose. L'hiver, ça a été très difficile. De 2019, ça a été des pertes entraînées par un hiver difficile, des redoux, des chutes brutales de mercure. Fait que le 7 octobre, la financière, vous avez annoncé une avance de paiement de 9 millions à près de 1400 producteurs pour les pertes de fourrage. Puis ce matin, moi j'ai approuvé un communiqué hier, là, comme quoi il allait y avoir un versement additionnel de 25 millions à 3216 producteurs. C'est donc 34 millions pour cette année là, pour venir dédommager les producteurs encore là, au niveau des pertes là, suite aux conditions climatiques qu'on avait eues. Très heureux de ça, mais c'est surtout le message que je vous envoie, c'est qu'on est à l'écoute, puis qu'avec l'équipe du MAPAC, puis la financière, bien, c'est sûr qu'on est déterminé, à mesure du possible, d'ajuster nos programmes, notre action, si le besoin s'en fait sentir, puis ultimement, bien, c'est de communiquer, c'est de s'asseoir, de parler, puis de partager de l'information, puis c'est de travailler ensemble pour arriver avec les meilleurs résultats possibles. 2019 a été marqué par des inondations exceptionnelles au printemps. C'est pourquoi, aussitôt que c'est arrivé, le gouvernement a ouvert un guichet unique à l'intention des entreprises agricoles. Ça a été un bon résultat parce qu'il y a 150 entreprises qui sont passées par le guichet pour être prises en charge par le ministère puis la financière agricole. Puis à la suite des inondations, il y a des superficies qui ne pouvaient plus être semées. Puis pour éviter la propagation là, de mauvaises herbes puis de réduire l'impact des sols qui étaient laissés à nu, bien, le ministère et la financière ont financé l'introduction de cultures destinées à réduire la pression sur l'environnement. Puis entre-temps, la financière a indemnisé les travaux réalisés pour l'ensemencement d'une culture de remplacement sur les étendues qui avaient subi une crue des eaux prolongée. Alors, je veux remercier les directions régionales du MAPAC et de la financière, là, parce que dans cette situation-là, honnêtement, ils ont abattu un travail exceptionnel. Puis je les félicite, là, puis je les remercie. Quand j'ai été nommé ministre, c'était un jeudi 18 octobre vers 5 heures. Le lundi ou mardi suivant, à un moment donné, je me fais interpeller parce que là, il y avait des pommes tranchées qui étaient servies dans des CHSLD, puis c'était des pommes américaines. Là, monsieur le ministre, ça n'a pas de bon sens. C'est quoi vous allez faire avec ça? Bien là, je me revire envers les gens du ministère, puis je leur dis, bon, bien, comment ça marche, l'achat institutionnel, c'est quoi nos politiques, tout ça. Finalement, bien, je me fais compter qu'il n'y a pas de politique, puis il n'y a pas de cible, puis il n'y a pas de... Je dis, OK, mais les gens qui veulent acheter des institutions, qui veulent acheter des produits québécois, y a-t-il un répertoire? Y a-t-il quelque chose? Non, il n'y a pas de répertoire des produits québécois. Fait que là, je trouvais ça un petit peu particulier, parce qu'on est quand même rendu en 2019. À l'époque, c'était 2018. Fait que la première chose que j'ai faite avec l'équipe du ministère, là, ça a été de déclencher un déploiement pour arriver avec un premier répertoire là, de l'offre bioalimentaire québécoise. Puis ça, ce répertoire-là va être disponible à partir la première édition là, va être disponible à partir du printemps 2020. Puis l'autre chose, c'est certain que ça doit être une priorité gouvernementale d'avoir des institutions qui achètent le plus possible nos écoles, nos hôpitaux, qui achètent le plus possible québécois, parce qu'on établit ce marché-là à peu près 1,5 milliard, je pense 2 milliards par année. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai demandé au dernier budget à M. Girard, le ministre des Finances, de nous accorder un budget pour faire la promotion et du démarchage pour favoriser l'achat institutionnel. Il nous a donné 10 millions, 2 millions par année pour les 5 prochaines années. Au ministère, on a répertorié, quand on parle d'achat institutionnel, on parle de quoi? Bien, finalement, on a ciblé 4 600 entreprises qui rencontrent le critère, si on veut, d'institutions envers lesquelles on veut vraiment initier un contact puis une démarche pour faire en sorte qu'on puisse avoir des objectifs puis un engagement de ces institutions-là pour augmenter la consommation les achats de produits locaux. D'ailleurs, aujourd'hui, je viens de déposer le plan stratégique 2019-2023 du ministère. Puis, on a une série d'objectifs, mais il y en a 3
selon lesquels on va être mesuré. Puis un des 3, c'est justement au niveau de la pénétration là, de l'achat institutionnel pour des produits québécois. Alors, il y a un cadre stratégique qui va être déposé dans les semaines, les mois qui s'en viennent. Puis on s'entend aussi, puis mes collègues sont sensibilisés que ça va être une approche, une mesure qui est latérale. Il y a plusieurs ministères que ça implique, mais déjà, mes collègues ministres sont sensibilisés à cette démarche-là. Fait qu'on va vraiment arriver avec une approche, mais un programme qui est structuré. Dans un autre ordre d'idée au Québec, mais c'est sûr que c'est près d'une entreprise agricole sur 5 qui a choisi les marchés de proximité pour établir un lien avec les consommateurs. Puis ce qu'on veut, naturellement, c'est voir ce chiffre-là augmenter. Puis ça, c'est un axe majeur de la politique. Puis face à cet engouement-là, pour ce type de mise en marché, bien, il faut qu'on continue à travailler très fort ensemble pour s'assurer davantage de conditions favorables pour que ce commerce de proximité-là puisse se faire. C'est très important. Dans le courant de l'année aussi, à partir de janvier, ce que j'ai fait, au départ, je pense devant vous, je vous avais dit, écoutez, que j'avais vraiment pris note de la politique bioalimentaire. Puis entre autres, j'ai lu pas mal ce qui s'est écrit de toute politique et rapports et tout ça depuis bien des années au Québec sur l'agriculture. Mais je vous avais exprimé le fait que la politique, ça avait été co-construit, qu'il y avait plus d'une centaine de partenaires qui avaient contribué à ça, puis que c'était plein de monde intelligent qui avait participé à créer ça. Fait que je n'étais pas là pour venir bouleverser le beau travail que vous avez fait, mais par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'était la mise en œuvre de la politique. Parce qu'on peut avoir un beau rapport sur du papier glacé avec bien des pages, mais en bout de ligne, on veut que ça donne quelque chose pour le monde agricole, pour le Québec. Fait que je me suis engagé, là, à partir de janvier, toute une démarche. J'ai rencontré 16 filières, j'ai rencontré à peu près tous les gens, les groupes consommateurs, les groupes producteurs, les groupes transformateurs. Puis tout ça, ça a abouti le 31 mai sur la rencontre annuelle des partenaires de la politique. Puis une rencontre où il y a 220 partenaires qui étaient présents. Puis je veux remercier d'ailleurs tous ces partenaires-là, mais entre autres, il y avait plusieurs représentants de l'UPA, des syndicats affiliés, pour votre participation. On est à compléter le plan d'action pour la réussite de la politique bioalimentaire. Je m'attendais à ce qu'on puisse l'annoncer le 15 décembre. Il semblerait que ça va retarder un petit peu, mais d'ici très bientôt, là, on va vraiment avoir le plan d'action de la politique, après ça, sur lequel on va pouvoir s'enligner pour les années qui s'en viennent. Puis naturellement, mais c'est sûr que je compte sur votre collaboration après ça pour la mettre en œuvre. Puis ce que je dois vous dire aussi, c'est que je vais recommencer bientôt là, aller à votre rencontre, chacune des filières et tout ça, là, pour faire le point. Puis après ça, regarder comment ça s'en va par en avant. On a un gouvernement, naturellement, puis M. Groslot l'a dit, qui fait de la création de richesse un élément fort de notre action. Puis dans ce contexte-là, bien, la politique bioalimentaire, elle, cible de générer 15 milliards d'investissements additionnels d'ici 2025 pour notre secteur. Bien, pour appuyer l'industrie, on a annoncé la création d'un fonds d'investissement agricole. En campagne électorale, on avait mentionné qu'on voulait mettre sur pied un fonds de 250 millions sur 5 ans. Bien, ça a été livré là, par le ministre des Finances. Puis c'est un fonds qui va permettre aux entreprises du secteur d'accroître leurs investissements. Puis ce fonds-là s'articule sur 2 axes. Dans un premier temps, il vient bonifier le plan de soutien aux investissements en agriculture visant le bien-être animal puis l'efficacité énergétique, de même que l'initiative ministérielle production végétale qui visait à améliorer la productivité des productions végétales puis apicoles. Puis pour ces 2 programmes, les budgets qu'on a obtenus vont permettre de satisfaire toutes les demandes. Puis au 30 septembre 2019, il y avait 5 417 demandes qui avaient été reçues pour les 2 programmes. Il y en a 1 600 qui avaient reçu une lettre d'offre. Puis il y a 600 entreprises qui avaient déjà reçu un premier versement. Alors, d'une part, le programme visait ces 2 programmes-là, le fonds visait ces 2 programmes-là, mais d'autre part, le fonds va permettre d'améliorer puis de diversifier les programmes d'investissement qu'on a, les programmes d'accompagnement à l'investissement qu'on a. Partout sur le terrain, je me fais parler comment on peut ajuster ces programmes-là pour faire affaire avec les plus petites productions, tout ça. C'est des mandats que j'ai donnés aux gens de la financière, aux gens chez nous, pour qu'il y ait vraiment des portions de ces fonds-là là, qui puissent aller vraiment vers toutes les clientèles pour vous aider à investir. Un autre chantier qu'on a lancé et qui est très, très, très important, c'est le chantier, la modernisation de la loi sur les produits alimentaires. La loi sur les produits alimentaires, c'est toute la question des régimes de permis. Puis Dieu sait qu'on en a des permis puis qu'on en a de la réglementation. Bien, écoutez, c'est une loi qui a été développée il y a 40 ans. Je pense qu'elle a eu 1 ou 2 petits ajustements là, au cours des 40 dernières années. Mais il y a vraiment un chantier qui est en cours. Les consultations sont en cours. Puis l'objectif, naturellement, c'est de l'allègement réglementaire. Puis hier, vous le savez, on a fait une annonce avec le ministre Fitzgibbon, le ministre Julien, notre collègue Yuri Chassin, qu'on vient vraiment d'enclencher une démarche très importante qui vise à avoir un plan robuste là, de réduction de toute la réglementation. Puis moi, quand je suis arrivé au ministère, je vous l'avais dit,
Après quelques semaines, je me suis assis avec les fonctionnaires, je dis, écoutez, la charge administrative de notre clientèle, de nos agriculteurs, il faut la réduire. Parce que les autres sont bons quand ils sont dans le champ, quand ils font dans leur champ, ils sont bons quand ils s'occupent de leur production. C'est sûr que rendu à 8 h, 9 h, 10 h, 11 h le soir, là, de se mettre dans des piles comme ça de paperasse à remplir et tout ça, c'est sûr que ça en prend de la paperasse, ça en prend de la reddition de comptes, là, mais il faut trouver des façons de vous simplifier la vie. Alors, la modernisation de la loi sur les produits alimentaires, c'est vraiment ça que ça va faire. Puis je peux vous dire que c'est certain que la modernisation va tenir compte des plus récentes avancées scientifiques. Puis il y a beaucoup ce qu'on va faire, c'est qu'on va préciser des objectifs de salubrité plutôt qu'une recette pour comment atteindre les objectifs. Fait que tout ça, mais naturellement, la protection de la santé publique va demeurer un incontournable. Mais une chose qui est certaine, c'est que le fardeau administratif va être diminué de façon très, très importante. Intervention aussi pendant l'année, c'est tout le soutien qui est offert aux organismes de recherche et d'expertise qui visent notamment à accroître l'innovation dans le secteur bioalimentaire. Bien, ça, c'est une autre priorité chez nous. L'UPA, les groupes spécialisés ont joué un rôle majeur pour la création de plusieurs de ces centres il y a plusieurs années. Puis je souhaite que le lien et cet appui se poursuivent, que ce soit pour participer aux activités scientifiques des centres ou à leur gouvernance. Votre présence contribue certainement à définir des priorités propres aux besoins des secteurs, puis à faciliter l'appropriation des résultats des milieux, des recherches par le milieu, parce qu'ultimement, c'est ça qu'on veut, ces centres-là, c'est qu'on ait un transfert. Il y a une recherche, il y a des solutions qui sont trouvées, bien, le plus vite possible d'être capable de rendre ces solutions-là, bien, de les rendre sur le plancher des vaches, si on veut que ça soit dans les champs, puis ça peut être mis en pratique. Chaque année, le ministère investit approximativement 23 millions de dollars dans 17 centres de recherche et d'expertise du secteur bioalimentaire. Puis ces 23 milliards de dollars-là amènent des contributions aussi de différents partenaires qui font en sorte que c'est 78 millions qui sont investis annuellement dans la recherche puis le transfert technologique. Je peux vous dire que 78 millions, ça commence à être pas mal d'argent. Puis juste au moment où on se parle, là, juste pour trouver des méthodes alternatives à l'utilisation des pesticides, là, il y a 125 projets en cours avec 30 partenaires pour trouver des méthodes alternatives là, dans différents domaines de culture, pour chercher à trouver des nouvelles solutions. Puis ce qu'on recherche dans la démarche qu'on a entreprise au niveau des centres de recherche, bien, c'est de s'assurer d'une totale indépendance des chercheurs puis des résultats de recherche, s'assurer du respect des plus hauts standards d'éthique puis de gouvernance, puis en même temps, bien, naturellement, on veut s'assurer que l'argent des Québécois est bien investi. Puis pour y arriver, bien, écoutez, j'ai initié une démarche très importante ce printemps qui vise à l'amélioration de la gouvernance de chacun des centres. C'est sûr que ça provoque des remous. Il y en a qui acceptent ça plus que d'autres, puis ça vient bouleverser des pratiques. Mais ce que je peux vous dire, c'est un passage qui est obligé. Mais une fois qu'on va être passé à travers tout ça, c'est tous les centres qui vont s'en trouver renforcés. Puis c'est aussi au niveau de l'acceptation, de la perception dans l'espace public du travail qu'on fait là, qui va s'en trouver aussi renforcé. Puis parallèlement à ça, j'ai octroyé un mandat à 3 experts pour vraiment jeter les lignes d'une politique responsable de recherche. Le 5 novembre dernier, écoutez, j'ai déposé à l'Assemblée nationale, c'était mon tout premier projet de loi, projet de loi 48, dont je suis très, 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 très fier. Puis c'est un projet de loi dans lequel je propose vraiment une solution durable à long terme pour réformer le programme de crédit de taxe foncière agricole. Il y a 25 000 producteurs agricoles qui bénéficient du programme. Il y a 29 000 producteurs forestiers enregistrés au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Bien, pour les producteurs agricoles puis les producteurs forestiers, bien, la réforme qui est proposée là, va être une grande, grande avancée. Puis d'abord, si on fait des colonnes, là, ouais. Puis, je suis vraiment fier parce qu'on avait pris des engagements. Hein, puis des fois, prendre des engagements puis les livrer, bien, c'est 2 contrats qui sont différents. Mais quand je fais la colonne des plus puis la colonne des moins de ce que j'ai déposé le 25 novembre, là, il y a juste des plus puis il n'y a pas de moins. Puis ça, bien, j'en suis vraiment, vraiment fier. T'sais, on a la levée du plafond de 5 par année d'augmentation du programme. On a mis en place une mesure qui vise à contrer les valeurs extrêmes par l'introduction d'un plafond de valeur. On a mis en place une mesure qui vise à contrer les augmentations, j'ai dit les valeurs extrêmes, là, les augmentations extrêmes par l'élargissement des comparables. Puis ça, c'est pas compliqué. Il y a dans des régions du Québec où il y a vraiment, c'est très, très rare qu'il y ait des transactions. Il y en a très peu. Puis quand l'évaluateur, qui est un professionnel, puis qui a ses méthodes, vient pour trouver une juste valeur marchande, bien, il manque de comparables. Bien, on a réussi à faire en sorte de faire accepter, en tout cas accepter, ils l'ont accepté finalement, mais d'être capable d'élargir
pour le professionnel, à son choix, s'il décide que pour être capable de refléter une juste valeur marchande pour une propriété qui doit élargir le bassin des comparables, bien, il va pouvoir le faire. Ça, pour nous, c'est une avancée extraordinaire. Aussi, on a enlevé l'exigence du 5 de revenu par 100 d'évaluation. Mais ça, il y en a beaucoup dans la salle ici, je suis certain que ça va faire une différence pour vous autres, mais aussi, ça va faire en sorte qu'il y a à peu près 1000 entreprises qui vont pouvoir bénéficier du programme. On a créé aussi la classe d'immeubles forestiers. Ça, je vous dirais que c'est un service que j'ai rendu à mon collègue ministre de la Faune et des Parcs, mais on m'a dit que ça faisait 40 ans, à peu près, qu'il y avait des demandes qui venaient du secteur forestier, qu'il y ait une classe d'immeubles forestiers qui soit reconnue. Bien, écoutez, on a décidé de prendre le taureau par les cornes puis de faire la job. Alors, c'est quelque chose qu'une fois que le projet va avoir été adopté, qui va exister. Puis aussi, une chose très importante qu'on a faite, c'est le projet qu'on a déposé là, va vraiment venir simplifier un programme qui est excessivement compliqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'an passé, quand j'avais parlé du programme, j'avais regretté après ça d'avoir dit ça, mais j'avais dit que c'était un petit peu foubraque. L'administration de tout ça, puis ça l'était vraiment. Puis suite à notre rencontre, j'ai fait répertorier le nombre de transactions en une année que la gestion du programme impliquait, des transactions entre vous, les producteurs, puis les fonctionnaires. On a répertorié un petit peu moins que 300 000 transactions par année. Ça veut dire que si vous êtes 25 000 à bénéficier du programme, là, on parlait à peu près là, de 12 échanges par année que ça impliquait avec les fonctionnaires pour savoir. Puis ça s'étendait sur 3 ans. Puis bien, vous savez comment c'était compliqué. Bien, je peux vous dire que le projet de loi, quand il va être adopté puis qu'il va être mis en œuvre à partir du 1er janvier 2021, on va tomber à peu près à 90 000 transactions. Bien, pour moi, c'est quasiment passé de 300 000 à 90 000 transactions. Pour moi, c'est une grande réussite. Puis concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'au mois de novembre précédent, le 1er janvier, les municipalités vont recevoir l'information à propos de l'éligibilité des producteurs. Au mois de janvier, ils vont savoir les montants. À un moment donné, vous allez recevoir votre crédit, ça va être terminé, puis ça va aller à l'année prochaine. Ça va être ça, l'application du programme. Puis écoutez, moi j'applaudirais parce que ça va être pas mal plus simple pour vous autres. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que d'aller jouer dans un programme comme ça pour un gouvernement, là, il y a les payeurs de taxes, il y a les producteurs agricoles, il y a le MAPAC, il y a le ministère des Affaires municipales, il y a 532 municipalités que ça touche, la question des programmes de crédit de taxes foncières agricoles. Bien, d'être capable d'aller jouer là-dedans, là, puis faire ce qu'on a fait, puis faire atterrir ça, on l'a fait atterrir. Première des choses, c'est un engagement qu'on avait pris, puis tout le long, j'ai eu du support du premier ministre. Mais en même temps, bien, des fois, il y a des arbitrages à faire parce qu'il y en a que ça ne faisait pas leur affaire. Vous avez dû voir des réactions, des fois, dans les journaux un petit peu. Puis je vais en entendre parler encore, puis on va en entendre parler en commission parlementaire. Il y en a que ça ne faisait pas leur affaire. Mais à chaque fois que ça a eu à pencher, bien, ça a eu à pencher du bord des agriculteurs. Fait que ça, j'en suis vraiment fier. Un sujet qui me tient à cœur vraiment, c'est toute la question de la relève agricole. Puis la relève agricole, c'est sûr que c'est au cœur de la pérennité de notre agriculture, puis c'est au cœur de la pérennité de l'occupation de notre territoire. C'est certain que l'importance de bien soutenir la relève, de bien l'accompagner, c'est un devoir qu'on a. Une chose, je vous dirais, l'été passé, j'ai partagé avec mes collègues ministres de l'Agriculture des autres provinces un peu, parce qu'on discutait justement de nos interventions en relève, tout ça, puis j'ai fait le tour un peu avec eux de différentes approches puis mesures qu'on avait pour la relève. Puis je peux vous dire une chose, ce qu'on fait au Québec, je pense qu'on travaille bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer les choses, mais quand je compare à ce qu'on fait ailleurs, je me dis au départ, on a une bonne base, puis on est bien impliqué envers la relève. Une autre chose que j'ai faite, c'est qu'à un moment donné, j'ai demandé aux fonctionnaires, je dis, pourriez-vous, s'il vous plaît, là, donnez-moi toute la liste des programmes, des choses qu'on fait pour la relève. Bien, écoutez, on est encore en attente de trouver cette liste-là, puis parce que l'objectif que j'ai, c'est c'est tellement large, puis on intervient tellement de toutes sortes de façons. Moi, idéalement, si on peut avoir un gros piton, là, que quand on a à parler de relève, on paye sur le piton, puis tout ce qu'on fait pour la relève, on le retrouve, puis après ça, on va être capable de mettre des choses ensemble. Mais idéalement, là, c'est la commande que j'ai passée, puis M. Dufresne, qui est ici, le sous-ministre, pourrait vous le dire, les gens travaillent là-dessus. Après ça, on a 37 ou 38 différents programmes pour vous soutenir au ministère. Encore là, au-delà que les programmes soient compliqués, mais c'est compliqué d'avoir autant de programmes que ça. Fait que dans les mois qui s'en viennent, on s'engage vraiment dans un processus là, pour simplifier ça, puis en avoir moins, puis couvrir le même terrain. Mais c'est sûr que quand on vient à la relève, bien écoutez, la relève, elle est diversifiée. Puis on peut constater une multitude de modèles. Puis la relève aujourd'hui, qui sort des écoles et tout ça, là, sont intéressés par toutes sortes de modèles en agriculture. Puis j'ai juste à penser cette année
L'entreprise qui a gagné la relève agricole de l'année, c'est la ferme Chapeau-Melon de l'Ange Gardien en Outaouais. Julie Beauregard, François Biron. Ils sont établis depuis 2012. Ils ont une terre de 60 acres. Ils se spécialisent dans les productions séricoles, maraîchères, biologiques. Puis ils offrent des produits de niche. Puis ils sont notamment du bébé gingembre et puis des variétés de melons, dont le melon carré. Ça, j'en ai pas vu, mais ça m'impressionne, le melon carré. L'an passé, ceux qui ont gagné la relève agricole, c'est James Thompson et sa femme. Ça s'appelle la petite ferme. Bien, James et Geneviève, eux autres, ils ont 1,4 hectares. Puis il nous reste 300 familles. Cette année, bien, je pense à Mylène Bourque et à Simon Michaud. Eux autres, ils ont gagné les jeunes agriculteurs d'élite du Québec pour 2019. Bien, ils ont leur ferme Rigica à Kamouraska. Ça, c'est des jeunes agriculteurs qui sont spécialisés dans la production laitière puis céréalière. Bien, l'an passé, ceux-là qui avaient gagné jeunes agriculteurs d'élite au Canada, bien, c'était François Enfield, la ferme aux petits oignons. Bien, François, sa ferme, c'est 5 hectares. On le voit, là, l'agriculture se transforme. L'agriculture se métamorphose. Puis, il n'y a pas une agriculture qui est en opposition avec un autre, parce que chacune contribue à la vitalité du territoire et à la pérennité de notre agriculture. Puis, il ne faut pas mettre des modèles en opposition, d'autant plus qu'une part importante de notre relève s'investit dans une agriculture de production émergente, puis des agricultures à plus petite échelle. Puis hier, M. Groslot, j'étais très heureux de vous entendre dire textuellement, là, je l'ai mis avec des guillemets, là, que l'agriculture de volume est souvent mise en opposition avec l'agriculture artisanale dans les médias. Mais il ne faut pas que ces méthodes, il ne faut pas mettre ces méthodes en opposition. C'est dans cette diversité qu'on retrouve la cohésion sociale. Je suis heureux de lire ça parce que vous savez, moi, au cours de la dernière année, j'en ai rencontré, puis j'en ai écouté des dizaines d'agriculteurs. Puis mon constat sur le terrain, là, ce n'est pas un média, ce n'est pas un journaliste qui parle, c'est une ministre qui s'est promenée sur le terrain, c'est qu'au niveau de l'agriculture de proximité, au niveau de l'agriculture artisanale, au niveau des circuits courts, les entrepreneurs qui sont là, ils manquent d'air, ils manquent de besoins, puis ils ont besoin d'air. Ça, j'ai pu constater ça. Puis l'effet que ça a, c'est de faire en sorte qu'on soit dans cette situation-là, ce n'est pas seulement que les médias qui mettent en opposition les modèles d'agriculture, mais je peux entendre sur le terrain, puis pas nécessairement de la part de gens qui sont militants, mais des agriculteurs, là, agricultrices silencieux, qui ne mènent pas de troubles, j'en ai rencontré un petit peu partout sur le territoire, mais qu'eux autres, ils ont un peu une grogne par rapport à ça, parce que eux autres, ce qu'ils s'aperçoivent, c'est que justement, ils manquent de moyens, puis ils ont besoin d'air. Hein? Puis ça a pour effet de jeter de l'ombre sur notre agriculture de l'intérieur, en plus que des fois, il y a de l'ombre qui vient de l'extérieur. Fait que c'est sûr que s'il y a des gens qui ont à pousser ou à laisser répandre une perception négative dans l'agriculture, bien, que ça vienne de l'extérieur, on se met tous ensemble, on travaille, puis on s'attaque à ça. Mais que ça vienne de l'intérieur, ce n'est pas quelque chose qui est simple, c'est quelque chose auquel on doit se préoccuper. Mais une chose qui est sûre, c'est que chaque femme, chaque homme au Québec qui veut mettre ses talents et sa passion au service de l'agriculture et de l'occupation du territoire, elle doit pouvoir bénéficier d'un environnement qui permet de s'épanouir et de prospérer. Puis moi, je le répète souvent, on n'a pas les moyens. Le Québec n'a pas les moyens d'échapper un projet, d'échapper une personne qui veut mettre son talent et sa passion au service de l'agriculture au Québec. On n'a pas les moyens. Puis c'est tous ensemble qu'on peut s'assurer de ça. Tu sais, M. Groslot, vous, comme organisation, l'UPA, vous représentez les agriculteurs et les agricultrices du Québec. Puis moi, comme ministre, ensemble, on a cette responsabilité-là de s'assurer d'avoir en place un environnement qui va permettre à tous ceux et celles qui veulent vivre de l'agriculture de le faire, puis aussi de vivre l'agriculture de façon honorable. Ça, pour moi, là, c'est très, très important. Puis c'est un défi qu'on a ensemble de faire ça. Okay? Un dernier commentaire par rapport à la relève. Vous savez, ça prend des revenus pour vivre. Hein? Puis, il y a 40 ans, l'agrotourisme n'existait pas. On n'entendait pas parler de ça. Mais aujourd'hui, on se promène partout sur le territoire, puis il y a tellement d'énergie, il y a tellement d'initiatives qui peuvent venir de l'agrotourisme, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'agrotourisme, ça peut être une partie importante des revenus d'un producteur, des revenus d'un agriculteur. Puis on en a tout plein d'exemples sur le territoire. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'encore là, on n'a pas un environnement idéal pour ça. Moi, quand je constate que dans nos lois, l'agrotourisme, c'est traité comme une activité qui est non agricole, je me dis qu'en quelque part, ça vient hypothéquer le potentiel de notre relève.
c'est sûr que tout est dans la définition de c'est quoi l'agrotourisme. Mais il faut qu'on parte avec le principe là, que l'agrotourisme, dans le mot agrotourisme, il y a le mot agro. C'est des productions. On fait de l'éducation. On invite les gens à venir chez nous, à apprendre, à développer je veux dire, de l'empathie, de l'amour pour l'agriculture, de goûter à nos produits. Il faut qu'on trouve une façon de faire en sorte que ce soit plus facile pour nos jeunes, pour nos gens sur le territoire qui ont des idées, qui ont toutes sortes de beaux projets, de pouvoir les réaliser. Ça, pour moi, c'est un défi encore là que je nous envoie, à vous et à moi, qu'on puisse faire ça ensemble. Cette semaine, on a eu une annonce pour la santé psychologique des agriculteurs. Puis je vous avais dit l'an passé à quel point cette réalité-là m'interpellait. M'interpellait avant d'être ministre. C'est sûr qu'à partir du moment où j'ai été nommé ministre, moi, j'en ai fait une quête personnelle de chercher à vous accompagner, à vous soutenir et à vous aider là-dedans. Puis, c'est certain, l'an passé, je suis allé au congrès de Joliette, des jeunes, puis encore là, j'ai eu un témoignage. Un moment donné, j'ai un jeune qui s'est présenté devant moi. Il s'est même interpellé sur la question de la santé puis de la détresse psychologique. Puis, un moment donné, il était très, très émotif. Puis, il s'est ouvert, puis il a demandé, il y avait peut-être 150, 175 jeunes qui étaient là. Puis, il leur a demandé, il dit, quels sont ceux, selon parmi vous, levez la main, ceux-là qui ont quelqu'un de proche d'eux, qui sont décédés, des agriculteurs. Puis, il y a la moitié, les trois quarts des jeunes qui étaient là, qui ont levé la main. C'était tout un signal qui était envoyé. Puis moi, depuis le début, une personne que je sensibilise à cette cause-là, c'est Daniel McCann. On a une ministre de la Santé qui était vraiment à l'écoute, qui est vraiment extraordinaire. C'est sûr que là, je fais mon pitch politique, là. Mais Mme McCann a fait un job extraordinaire. Puis la question de la santé mentale, pour elle, c'est très, très, très important. Puis le défi qu'on a, c'est parce que la santé mentale, c'est un enjeu qui est national. Puis il y en a comme ça, des clientèles qui voudraient se faire reconnaître comme spéciales, pour pouvoir avoir un soutien spécial de la part du gouvernement. Hein? Mais l'annonce qu'on a eue lundi, 300 000 c'est pour venir soutenir, dans un premier temps, au cœur des familles agricoles. On est chanceux, ce qu'on a au Québec avec au cœur des familles agricoles, qui a développé une expertise clinique, qui a développé un noyau là, de compétences, puis après ça, la question de tous les travailleurs de rang. Mais d'avoir ça chez nous, moi, quand je comptais ça encore à mes collègues ministres fédéraux des autres provinces, eux, je veux dire, ils ne sont pas là, pantoute. Fait que l'importance de pérenniser cet organisme-là pour votre soutien, le soutien aux agriculteurs, est très, très important. Puis Mme McCann a compris ça. Puis là, pour l'annonce que... Ouais, puis l'annonce qu'elle pouvait faire, maintenant, elle m'a dit, André, elle dit tout de suite, là, elle dit, je pourrais leur donner 300 000. Mais elle dit, tu sais, les consultations budgétaires ne sont pas commencées. Si je veux annoncer quelque chose de périn, il faut que je convainque le ministre des Finances, mais ça va aller au prochain budget. Mais elle a dit, si tu veux, là, je vais lui donner tout de suite, puis je vais travailler bien, bien fort pour être capable, après ça, d'assurer un financement périn. J'ai dit, Daniel, j'ai dit, on va lui donner tout de suite, puis je vais m'assurer que tu travailles fort pour aller chercher un financement périn. Puis c'est à ça qu'elle s'est engagée. Mais au-delà de ça, moi, il y a un de vos collègues que ça fait... un ami, mais ça fait quelques fois qu'on se rencontre, Gilbert Marquis, qu'à chaque fois qu'il m'a parlé, il m'a parlé de la question de la détresse psychologique puis du soutien psychologique. Puis lundi soir, après l'annonce aux nouvelles à TVA, je voyais un reportage, puis à un moment donné, M. Marquis, puis M. Marquis, je vous dis ça là, en toute amitié et en tout respect, mais je vous t'ai dit, écoutez, 300 000 en 1920, ça aurait été extraordinaire, mais en 2019, 300 000, j'espère qu'il va en avoir d'autres. T'sais. Mais ce qui est important, là, encore ce matin, moi, à la radio, là, à Bernard Drainville, il y avait Taillefer puis Ferrandez qui parlaient de cette annonce-là. Puis à un moment donné, les deux remettaient en question, pourquoi les agriculteurs, pourquoi eux autres, il y aurait ça plus que d'autres, puis tout ça. Puis c'est un réel enjeu. Fait que lundi, on a la ministre de la Santé qui a annoncé un programme, un soutien. Puis après ça, on a le directeur national de la santé publique, qui est Horacio Arruda, qui était présent sur les lieux, puis qui ont reconnu cette problématique-là pour le monde agricole, puis qui ont reconnu qu'ils allaient chercher à inscrire ça dans une politique nationale. Fait que moi, le 300 000 pour le cœur des familles agricoles, si René Beauregard est ici, là, je suis très, très fier d'être allé chercher ça, puis je vais travailler très fort pour avoir un financement périn. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est que lundi, on avait la ministre de la Santé, puis le directeur national de la santé publique qui a dit, il y a une problématique particulière avec les agriculteurs, puis on va leur venir en soutien, puis on va les aider. C'était ça l'annonce de lundi, Gilbert. C'est ça qui est important de reconnaître. T'sais.
Les enjeux agro-environnementaux et les impacts des activités agricoles sur la santé et l'environnement, mais c'est sûr que c'est de plus en plus présent dans l'espace public. Puis vous le savez, il y a eu le mandat d'initiative sur les pesticides de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles, mais ça en témoigne. Le 30-31 octobre dernier, il y a eu le sommet agro-environnemental, agriculture, nature et communauté, qui a rassemblé 250 personnes de différents horizons pour discuter d'enjeux environnementaux et sociétaux. Puis ce qui est important, c'est que c'était la première fois là, qu'on avait les agriculteurs, qu'on avait les scientifiques, puis que les deux avaient envie de se parler, parce que les deux peuvent s'aider. Ça, c'est un signal important qui est envoyé. Puis je peux vous dire que les préoccupations du milieu agricole, ils ont été entendues, ils sont entendus. Puis votre gouvernement souhaite vraiment que l'agriculture québécoise puisse se démarquer en matière d'agro-environnement. Fait que c'est dans ce contexte-là que je vais présenter au printemps 2020 un plan d'agriculture durable qui va viser à accélérer les changements puis accroître la transition vers des pratiques qui permettent de lutter contre les changements climatiques tout en contribuant à la préservation des écosystèmes et à la protection de la santé. Puis les objectifs et les grands thèmes abordés dans ce plan-là vont rejoindre votre proposition de plan vert ainsi que divers éléments de la politique bioalimentaire, puis vont aussi s'inspirer des travaux de la Commission sur l'utilisation des pesticides. C'est vraiment, vraiment un enjeu. C'est un enjeu de société, mais il en va de la prospérité puis de la pérennité de notre industrie, de tout notre secteur agricole, à quel point il faut qu'on parvienne à développer et être exemplaire au niveau de nos pratiques, puis on va certainement vous venir en soutien à ce niveau-là. Un autre défi auquel on fait face, puis pour moi qui me préoccupe beaucoup, c'est l'importance de réussir à rapprocher le monde urbain du monde agricole. Ça, c'est primordial, parce que ce qu'on observe, c'est qu'il y a une fracture. Il y a une fracture entre les gens qui produisent et les gens qui consomment. Il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, dans tous les villages, dans une classe, il y avait 3-4 agriculteurs, 7-8 agriculteurs, son cousin était là, puis tout le monde se connaissait, puis tout le monde voyait d'où leur nourriture venait. Aujourd'hui, on est au centre-ville de Montréal, là, je veux dire, il peut y avoir du monde qui va faire une blague, mais ils pensent que le lait, ça arrive d'un carton, là, puis ils ne savent pas comment ça fonctionne. Fait qu'on a vraiment, au cours des prochaines années, là, un défi. Il va falloir qu'on évite des divisions entre les grands centres et les régions du Québec sur cette question-là. Puis c'est pour ça que le rapprochement du consommateur de l'agriculture, bien pour moi, ça me préoccupe vraiment particulièrement. Puis honnêtement, tu sais, j'en fais une obsession. Il y a plusieurs façons de rapprocher les consommateurs de nos pratiques puis de notre vie agricole. C'est sûr que l'agrotourisme, c'est un bel exemple. Après ça, les portes de l'UPA. Tu sais, j'ai participé 2 fois depuis que je suis député, mais cette année, j'ai fait la caravane avec M. Groslot puis tout ça. Tu sais, c'est des milliers et des milliers de personnes. Puis les gens, quand ils vont, puis ils constatent ce que vous faites, puis comment vous le faites, ils sortent de là pas mal plus éduqués qu'avant qu'ils arrivent. Puis ça, c'est important. Il y a votre campagne que vous avez faite là, sur les change, tu sais, sur les pesticides, gaz à effet de serre, changement climatique, santé des sols, consommation de l'eau. Il y a des super belles campagnes qui ont été faites, les producteurs laitiers, les producteurs de porc, les autres filières. Tu sais, il faut que les personnes qui achètent ce que vous produisez comprennent bien la réalité dans laquelle vous vivez. Ça, c'est primordial. Fait qu'on a tout intérêt à se mobiliser et être créatif pour que le monde agricole se rapproche des consommateurs, puis qui invite de multiples façons ces mêmes consommateurs à comprendre comment ça se passe tous les jours dans la vie d'un agriculteur. Si on réussit à faire ça, là, la sympathie, la perception des gens va changer. Puis c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de sentir que les gens comprennent ce qu'on fait. Alors moi, c'est sûr que je vous tends la main, pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble, qu'on puisse travailler ensemble sur cet enjeu-là, finalement, qui est fondamental pour la santé et l'avenir de notre agriculture. Fait que vous savez, pour produire puis nourrir ici maintenant, bien, il est important de miser sur tout notre potentiel agricole et que tous s'entendent pour pratiquer une agriculture qui est durable puis adopter un comportement qui est exemplaire. Ça, c'est une condition qui est essentielle pour maintenir le niveau de confiance de la population. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants et informés, puis sont à l'origine de grands changements. La politique bioalimentaire 2018-2025 en a pris acte et place les consommateurs au centre. Des projets de société comme la politique bioalimentaire, puis des événements comme la rencontre qu'on a eue le 31 mai, ça témoigne clairement de la volonté de tous les acteurs de toutes les filières concernées de travailler main dans la main pour obtenir des résultats tangibles tout au long de l'année. Bien, je me réjouis de constater aussi qu'il y a des gens
que je me fais raconter, qui ne se parlaient pas trop avant, puis qui se parlent aujourd'hui. Fait que ça, c'est certainement une bonne nouvelle, puis on va dans la bonne direction. Hier, j'ai suivi, M. Groslot, un peu votre journée, où les gens me racontaient un peu ce qui se passait, mais j'ai vu, entre autres, j'ai pris connaissance des 3 améliorations là, que l'UPA vous souhaitiez. Vous avez parlé de la simplification administrative des programmes puis dans les relations avec l'État. Vous avez parlé de la coordination entre la financière et le MAPAC. Puis vous avez parlé du désir d'un changement d'attitude à la financière. M. Desrosiers, êtes-vous là? Oui. Changement d'attitude à la financière, voir moins les agriculteurs comme un risque. Je le taquine, je l'aime beaucoup. Plutôt que de les voir comme un potentiel de développer l'agriculture du Québec. Bien, j'ai des bonnes nouvelles parce que j'ai travaillé très, très, très fort la nuit passée. Puis déjà, on est avancé. On est avancé là-dedans. Hein? Une chose qui est sûre. Je ne dors pas beaucoup. Je dors pas beaucoup. Mais une chose qui est sûre, d'abord, quand on parle de la simplification, écoutez, on a annoncé hier un plan là, pour développer une stratégie 2020-2025 pour vraiment venir alléger toute la réglementation, je vous en ai parlé tantôt. Puis au ministère, on est déterminé à venir, encore là, alléger tout le processus. Fait que je peux vous dire que la commande est passée, mais elle est déjà passée depuis quelques mois. Quand on parle aussi de coordonner la financière puis le MAPAC, encore là, on a un chantier qu'on a lancé, j'espère que ça va être accepté par le Conseil du Trésor. Mais, tu sais, moi, une des questions que j'ai posées aux gens, j'ai dit, écoutez, au MAPAC, on a 25 000 clients à peu près d'enregistrés. Financière, il y a à peu près 25 000 clients. Puis, dans le fond, ces clients-là, ils se ressemblent pas mal. Hein? Bien, écoute, on a 2 systèmes en silo qui ne se parlent pas. Puis, vous êtes cogné une porte. Puis, à un moment donné, vous faites l'application d'un programme du MAPAC. Puis là, bien, là, il manque une information. Oui, mais c'est la financière qui l'a. Puis là, vous avez la financière, puis c'est le MAPAC. Tu sais, c'est un peu la maison des fous. Bien, une chose qui est sûre, répétez pas ce que je viens de dire là. Des fois, je parle trop. Fait que répétez pas ça. C'est juste entre nous autres. Hein? Ce qui est ici, ça ne sort pas d'ici. C'est bon? Hein? Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on a développé un plan, puis on a soumis, puis on a eu un premier OK pour développer davantage ce plan-là, mais qui vise à avoir un enregistrement unique avec toute l'information qui est le MAPAC, la financière. De sorte qu'une fois que vous avez, tu sais, vous vous êtes enregistré puis vous existez, là, pourriez-vous exister dans toute la machine? Puis pas cesser d'exister parce que vous changez de porte, vous changez d'adresse. Ça fait que ça, c'est une première des choses. Puis si on peut bouger puis avancer là-dedans, pour moi, ça va être une grande avancée. Quand vous parlez du changement d'attitude de la financière, vous parlez de risque, puis vous voulez que la financière vous voie davantage comme le potentiel de l'agriculture. Bien, écoutez, j'ai une très bonne relation avec les gens de la financière. J'apprécie beaucoup mon ami Ernest Desrosiers qui est ici. Puis je peux vous dire au départ, là, pour avoir eu plusieurs sessions de travail avec eux, les gens de la financière sont professionnels jusqu'au bout des doigts. Puis ils cherchent à comprendre, puis ils cherchent à vous aider. Puis au cabinet, chez nous, on est très exigeants, puis je veux dire, on en pose des questions, puis on veut que ça bouge. Je peux vous dire qu'on a une bonne réponse, puis les gens sont en mode collaboration. Mais le point que vous soulevez, c'est un point que j'ai soulevé, moi. J'ai participé à une session de travail avec eux autres je pense que c'est leur dernier conseil d'administration. J'ai passé 3 heures. Martin, tu étais là. J'ai passé 3 heures avec le conseil d'administration de la financière. Puis à un moment donné, je leur ai parlé de la question de prendre des risques. Parce que j'ai dit, écoutez, moi, je vous regarde aller, là, puis aussi ce que j'entends. Moi, dans le nom financière agricole du Québec, là, il y a le mot agricole. Bien là, s'il y a le mot agricole, c'est parce que quand c'est né, cette organisation-là, c'est pour venir en soutien au monde agricole. C'est pour venir aider au développement de l'agriculture, puis c'est né parce que les autres ne faisaient pas ça. Les autres n'étaient pas là pour vous soutenir de la bonne façon. Mais là, aujourd'hui, si ce n'est plus ça, oh bien, on est sûr que c'est ça. Fait que c'est soit qu'on s'appelle la financière agricole, puis qu'on est vraiment en soutien à nos agriculteurs dans un sens de développement. Ah bien, sinon, on change de nom, puis on devient une banque, donnez-y le nom que vous voulez, puis après ça, on opère comme une banque. Fait que c'est de ça qu'on a parlé, Martin, tu t'en souviens? Puis moi, c'est un défi que j'ai lancé à Financière, puis M. Desrosiers est ici encore là. Tu sais, on ne peut pas imaginer qu'on est une institution, puis qu'on est né pour contribuer au développement de l'agriculture. Ça implique de prendre des risques. Puis honnêtement, je sais que vous en prenez déjà, mais moi, ce que je vous invite à faire, puis que je vous invite à faire encore, on peut-tu en prendre un petit peu plus? On peut-tu contribuer davantage au développement de notre agriculture au Québec? Parce que si notre véhicule, la financière agricole, ne fait pas la job au bout, qui c'est qui va la faire?
Hein? Fait que ça, je peux vous dire une chose, bien, encore là, on est sur la même longueur d'onde, puis on travaille dans ce sens-là. Fait que vos 3 priorités, comme je vous dis, là, on a pris de l'avance. Tu sais, en terminant, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'engagement qui m'anime envers vous, depuis le début, bien, vous devez le remarquer, j'ai une bonne énergie, puis j'aime vraiment ça travailler avec vous autres. Puis chaque fois que j'ai des rencontres, bien, moi, ça génère de l'énergie, puis j'ai juste envie de travailler encore davantage avec vous autres. Puis l'an passé, je vous avais dit que je voulais être votre partenaire. Bien, aujourd'hui, ce que je vous réitère, c'est que je suis votre partenaire. Puis je suis là avec vous pour qu'on s'assure ensemble de la prospérité de tout le secteur bioalimentaire québécois, mais plus particulièrement pour qu'on assure ensemble les conditions nécessaires à votre succès, tous et chacun. Puis, vous savez, le métier que vous pratiquez, là, c'est un métier qui est des plus nobles. Puis vous avez toutes les raisons d'être immensément fiers de vous, immensément fiers de ce que vous faites, puis immensément fiers de ce que vous transférez à vos enfants. Puis ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que, où que vous soyez, sur le grand territoire de notre beau Québec, quel que soit le chemin que vous avez choisi d'emprunter pour exprimer vos talents puis votre passion en agriculture, vous pourrez jour après jour compter sur moi, sur mon écoute, compter sur moi pour être présent à vos côtés, parce que pour moi, être votre ministre, c'est une grande fierté. Merci.